bonjour à tous, hello, hello, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre semaine, mais surtout que vous avez trouvé la force et le courage pour affronter les défis au quotidien. Comme annoncé dans une précédente vidéo, je suis ravie de recevoir notre invité du jour à la recherche du cookie à 35 millions d'euros. J'ai donc le plaisir de recevoir Stella aujourd'hui. Je sais que tu as un emploi du temps extrêmement chargé, donc je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation et je te passe la parole pour te présenter. Comment vas-tu, Stella? Je vais très bien, Karine. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Toi aussi, je sais que tu as un emploi du temps chargé et que quand même tu prends le temps de débattre de sujets du quotidien. Donc, merci à toi surtout. Voilà, on peut commencer quand tu es prête, hein. Je suis tout à Voilà. toi là. Alors, ce que je te propose, c'est que tu te présentes succinctement qui tu es, voilà, l'environnement dans lequel tu travailles pour que les personnes qui nous suivent puissent un peu situer les débats. Très bien. Alors, je suis consultante, juriste de formation, juriste en droit des affaires, mais spécialisée aujourd'hui dans la protection des données à caractère personnel. Et à ce titre, j'accompagne les entreprises. Mon ambition, c'est d'accompagner les plus petites entreprises, les TPE et les PME, mais aujourd'hui, je travaille surtout avec un client principal du secteur bancaire, qui est mon client principal, comme je viens de le dire. Et voilà, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner tout au long de leur projet de conformité au règlement général sur la protection des données. Merci, Stella. Alors, moi, j'étais à la recherche il y a quelques temps d'un cookie à 35 millions d'euros. J'espère qu'il n'a pas disparu. Mais j'ai une piste. 35 millions d'euros H&M. Est-ce que tu peux nous éclairer? Bah, le lien est très vite fait, hein, parce qu'effectivement, H&M a écopé d'une sanction de 35 millions, un peu plus, un peu plus de 35 millions d'euros infligée par l'autorité allemande de la protection des données, qui est l'équivalent de la CNIL en France. La CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est en quelque sorte le gendarme de nos données personnelles. C'est l'autorité qui s'assure que les entreprises de toutes sortes et de toutes tailles, dès lors qu'elles collectent nos données, elles ont l'obligation de les traiter dans un certain cadre, en respectant certaines règles, et de les protéger. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec H&M? Ils collectaient les données de leurs salariés, c'est ça? Concrètement, déjà, quand on a une entreprise, on est obligé de collecter les données des salariés. C'est l'usage qui en est fait qui ici a été sanctionné. C'est-à-dire que H&M a organisé déjà, quand on parle d'un traitement d'une donnée, il faudrait commencer par les fondamentaux. Une donnée personnelle, déjà, c'est toute information qui permet d'identifier une personne de façon directe ou indirecte. Ça peut être son nom, son prénom, sa photo, sa voix. Ça peut être le lieu de ses vacances. Dès lors qu'on a suffisamment d'éléments pour rattacher cette information à une personne, donc ce sera une identification indirecte à ce moment-là. Et donc ça, c'est une donnée personnelle. Un traitement, c'est le fait de réaliser une opération sur cette donnée. Ça peut être de recopier ces données personnelles ou de l'enregistrer, la supprimer aussi, c'est un traitement. Et donc, les traitements sur les données personnelles sont mis en œuvre par toutes les entreprises vis-à-vis de leurs salariés, ne serait-ce que pour gérer leur paye ou enregistrer leur congé. Et donc, quand on parle de congé, ce qui s'est passé avec H&M, c'est que il y avait une certaine pratique qui était au sein de H&M en Allemagne, qui consistait pour les entreprises ou pour les cadres à faire ce qu'ils appelaient des welcome back meetings, où lorsqu'un salarié revenait de vacances, on lui faisait passer un entretien pour savoir comment s'étaient passées ses vacances, où est-ce qu'il était allé. C'était assez intrusif comme ça dans la vie du salarié, ce qui n'est pas forcément pertinent avec le rôle d'un employeur. De même, quand les salariés étaient malades, ils posaient quand même des questions assez intimes sur les symptômes que ressentait le salarié, sur la maladie même, c'est-à-dire sur le diagnostic, les détails de diagnostic sur la maladie. Et donc tout ça, c'est totalement contraire
aux instructions, aux exigences posées par le RGPD. Et c'est pour ça que là, l'autorité, elle a vraiment sévi de façon assez exemplaire, hein, parce que c'est quand même une amende assez élevée au regard, et justifiée de mon point de vue, hein, justifiée au regard du manquement qui a été observé. Oui, oui, non, mais effectivement, c'est assez intrusif au niveau personnel, de la vie personnelle des salariés. Récemment, mais on n'est plus dans l'actualité, pour limiter la propagation du virus, il a été demandé aux restaurateurs français, en tout cas, d'enregistrer les coordonnées des personnes qui se présentaient, de leur clientèle, nom, prénom et téléphone, voire adresse email. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique? D'une part, et d'autre part, comment on peut s'en préserver en termes de protection des données personnelles? Alors, par rapport à la collecte qui a été demandée par le ministère, je crois, de l'Intérieur ou de la C'est Santé, ça, mais je tout ne vais à pas fait. dire Oui. c'était lequel des ministères? Les Intérieur ou 2, je Santé? pense qu'ils se Les sont deux? mis d'accord, hein, ça a été demandé par le gouvernement, hein, de Très bien. collecter les données pour limiter la propagation. L'idée, c'était de Oui. dire que si jamais il y avait un cas contact, qu'on puisse alerter toute la clientèle et Oui, dépister oui, assez oui, rapidement. j'entends bien la justification qui est derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la protection des données entre souvent en conflit avec d'autres réglementations ou d'autres législations. Mmh. Par exemple, le secret des affaires, qui fait que si une personne exerce son droit d'accès, si le droit d'accès, c'est le fait de demander à une entreprise de lui communiquer toutes les informations qu'elle a à son sujet, l'entreprise peut lui opposer le secret des affaires en disant, si je vous communique toutes les informations, y compris par exemple les mails dans lesquels figure votre nom, vous pourrez avoir accès à des informations qui sont propres, qui sont confidentielles pour l'entreprise. Et donc, là, il y a un conflit de droit, un conflit de loi Mmh. qui intervient. Et donc, là, pour l'instruction qui avait été donnée par le gouvernement aux restaurateurs, on a là un conflit parce que d'un côté, il y a le souci de santé, il y a Oui, une crise sanitaire qu'il faut gérer du mieux qu'on peut, mais d'un autre côté, c'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire qu'on doit forcément piétiner nos droits. Sinon, ça ouvre le champ à toutes sortes d'abus. Donc là, on est d'accord. En soi, l'instruction n'était pas, comment dire, n'était pas illégitime. Ça s'entend. mmh, Pour autant, la problématique, c'était comment est-ce que les restaurateurs avaient mis en place le traitement des données. cette collecte, Mmh, qui avait accès à ces informations mmh, et qu'est-ce qu'ils faisaient derrière, qu'est-ce qu'ils en faisaient, parce que la finalité, c'était de prévenir la pandémie, mais on a bien observé des abus, c'est-à-dire qu'il y a des restaurateurs qui ont vendu ces fichiers de données qu'ils collectaient, mmh, et donc les personnes qui avaient, en croyant bien faire, donné leur contact, se sont retrouvées à être prospectées de façon abusive. De même, j'ai suivi, c'était dans un reportage, je crois sur TF1, sans faire attention, il y a un restaurateur qui pose à l'entrée de son restaurant, qui pose un cahier et sur lequel toute personne vient noter le numéro de téléphone. C'est-à-dire que moi, je note mon numéro et la personne qui vient derrière moi, qui ne me connaît pas, peut avoir accès à mon numéro, mon adresse, etc. Donc, c'est encore une fois l'objectif de lutter contre la pandémie, de contrecarrer l'évolution de la pandémie, il est là, mais derrière, cette instruction n'a pas été encadrée par des conseils dans la façon de procéder à cette collecte. Et c'est ça que je déplore, en fait. ouais. Non, mais c'est vrai, effectivement, chaque restaurateur avait un peu sa méthode, hein. C'était un peu, Voilà, ils ont fait c'est un comme peu ils ont pu. l'anarchie. Voilà, ils ont fait comme ils ont pu, je pense, et c'est Faute de vrai que sensibilisation, quelque ouais. part aussi, parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés sur le fait que ces données-là, ce sont nos données personnelles, elles ne leur appartiennent pas. Donc, il y en a qui les ont vendues. Ils n'ont pas été sensibilisés sur le fait que si des personnes, s'ils les vendent et qu'on se met à prospecter dessus, les personnes n'ont pas forcément envie d'être. Quand tu vas dans un Bien restaurant, sûr. tu t'attends à manger, tu ne t'attends pas à être contacté ultérieurement par quelqu'un qui veut te vendre des fenêtres ou des matelas. Mmh. Non, non, mais c'est sûr, c'est Ouais. certain. Après, ça amène sur un autre sujet qu'on ne va pas débattre ici parce que sinon on y passera la journée. Ça Ouais. me fait surtout penser à un sujet qui me dit finalement, on sait où je suis, à quelle heure et à quel moment est-ce
fait. Mais bon, ça, c'est un autre débat sur Oui. la violation de la vie privée. En revanche, pour nous donner quelques conseils, est-ce que tu peux me définir c'est quoi le RGPD et un peu son cadre de manière très succincte et de Oui, manière pour nous les néophytes qu'on puisse oui. retenir Je vais vraiment faire au quelques mieux. éléments? Je vais essayer. Alors, le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Il est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il abroge la directive qui, elle, date de 1995. Pourquoi un règlement plutôt qu'une directive? Tout simplement parce qu'avec une directive, les États, pour qu'elle soit applicable et invocable devant les juridictions, les États devaient d'abord la transposer. Et en plus, les États peuvent apporter des modifications lors de la transposition. Donc, ils peuvent un peu transposer, entre guillemets, à leur sauce. Et donc, avec la directive, ça aboutit avec des disparités de protection sur les données personnelles d'un pays à l'autre. C'était plus ou moins fort que l'on soit, selon qu'on est en Italie ou au Portugal ou en France ou en Allemagne. Et donc, l'Union européenne a estimé qu'il fallait passer à la vitesse supérieure, qui est un règlement qui, lui, est d'applicabilité directe, c'est-à-dire que les personnes, même si l'État ne l'a pas transposé dans son droit interne, les personnes peuvent quand même les invoquer ou invoquer ces articles au soutien de leurs prétentions. Donc ça, c'est pour ce qui est de la définition du RGPD. En ce qui concerne maintenant son champ d'application, alors il s'applique à toutes les entreprises. Il y a plusieurs critères, il y en a deux. Donc, le critère de l'activité, c'est-à-dire les entreprises, non, pardon, le critère de situation d'abord. Toutes les entreprises situées dans l'espace économique européen sont soumises au RGPD. D'autre part, toutes les entreprises, même si elles ne sont pas situées dans l'espace économique européen, dès lors qu'elles proposent des biens et services à des personnes, je dis bien des personnes et non des citoyens, donc à des personnes situées dans l'espace économique européen, ces entreprises-là aussi sont soumises au RGPD. Par exemple, un site de vente en ligne chinois, dont l'entreprise est basée en Chine, mais qui propose des biens et services à des personnes situées en France, est soumis au RGPD. Parce qu'il leur propose de la vente la vente de marchandises, de biens et tout ça. Donc, le critère, c'est vraiment ça. De même, une personne, un touriste ressortissant d'un pays non espace économique européen qui vient en France en vacances ou dans un autre pays de cet espace, lui aussi est protégé par le RGPD. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair ou si tu as des Oui, questions. non, non, c'est très, très clair pour moi. On voit bien qu'il y a vraiment deux critères importants qui permettent de définir le champ d'application. Oui. Si tu avais quelques conseils à nous donner, soit pour mieux protéger nos données, soit pour les effacer, quels seraient-ils? Pour les effacer, eh bien, tout dépend d'où est-ce qu'on veut les effacer. Effacer nos données, par exemple, sur Google, c'est un peu compliqué, on l'a vu. Il faut juste faire le Il n'y en a test qui ont de essayé. demander, voilà, il faut juste faire le test de demander à Google de nous fournir tout ce qu'il possède sur nous. Ce sera des tonnes et des tonnes de données qu'on va recevoir et on sera juste éberlué par la quantité d'informations dont il dispose sur nous. Pour effacer, et là, si on quitte un peu le cadre Google et qu'on s'adresse à une entreprise lambda qui traite nos données et à qui on souhaite demander l'effacement de nos données, le droit à l'effacement est l'un des 7 droits qui est prévu par le RGPD. Il faudrait, cependant, tous ces droits peuvent être exercés sous certaines conditions. Le droit à l'effacement, par exemple, si c'est dans le cadre d'un contrat, il faudrait d'abord, au préalable, mettre fin au contrat. Vous ne pouvez pas être en contrat avec EDF et dire à EDF effacez mes données, sinon comment ils vont faire pour traiter Bien votre sûr, même me consommation, pour vous envoyer la facturer, facture, exactement, tout à fait. voilà. Donc il faudrait d'abord rompre le contrat avec EDF et en plus de ça, il faudrait atteindre un certain délai pour que l'extinction de l'action en justice qui est habituellement de 5 ans en la matière, en gros pour que vous ne puissiez plus déposer plainte ou que ce soit EDF, enfin l'une des parties en tout cas. Donc voilà, pour effacer les données, si c'est pour répondre à ta question, il faut déjà avoir un peu plus de détails sur la nature de la relation qu'il y a entre la personne concernée
et l'entreprise ou l'organisme qui traite les données. Il y a aussi d'autres droits, hein, le droit d'accès. Vous pouvez vous adresser à n'importe quelle entreprise pour lui dire est-ce que vous traitez de mes données. Cependant, l'entreprise a tout à fait le droit de vous dire qui êtes-vous, est-ce qu'on peut vérifier votre identité, parce qu'au lendemain du RGPD, il y a pas mal d'abus qui ont été faits. Ce sont notamment des hackers qui ont exercé, en se faisant passer pour monsieur X ou Y, disant je veux exercer mon droit d'accès, envoyez-moi toutes les données que vous possédez à mon égard. Et les entreprises ont pris peur et envoyé des données de tas de personnes à des hackers. Donc, pour exercer un droit d'accès, l'entreprise aussi a le droit de demander à la personne de justifier son identité. Pardon. Et quelques conseils à appliquer pour protéger au mieux nos données? Eh bien, déjà, ne pas les diffuser partout et n'importe comment. Éviter de télécharger tout type d'application sans vérifier si elle est vraiment pertinente à notre besoin, sans vérifier si déjà elle a reçu l'aval de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Autant de choses, avoir des mots de passe, c'est tout bête, mais un mot de passe sur son ordinateur a au moins 2 facteurs, un mot de passe qui comporte des caractères alphanumériques, majuscules, minuscules, des caractères spéciaux, etc. Si on peut, on change de mot de passe un peu régulièrement, mais si on ne peut pas, on choisit un mot de passe suffisamment long et suffisamment complexe pour qu'il Bien soit… évidemment. Après, autrement, il y a des gestionnaires de mots de passe en ligne. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut être connecté, il faut avoir une connexion Internet pour pouvoir… ce sont des applis, en fait, il y en a plusieurs hein, qui sont recommandées, qui sont suggérées par l'ANSSI, auxquelles on peut avoir recours. Mais encore une fois, l'inconvénient, c'est qu'il faut avoir une connexion Internet. Donc, si on est au fin fond de je ne sais quoi et qu'on est dans une zone qui n'est pas couverte par Internet, on est un peu limité, Ouais. quoi. Non, c'est sûr. Ça me fait penser, c'est pareil, c'est une réflexion que je partage à haute voix et peut-être fera l'objet d'une vidéo. Ça me fait penser quand même à jusqu'où s'arrête la surveillance, jusqu'où s'arrête la limite. C'est un peu, c'est pas simple ça. Donc, je pense que on en entendra encore parler d'ici quelques Oui, c'est années certainement, oui, avec des certainement. abus parce que la limite n'est pas aussi simple que ça à définir, parfois très fine. Et l'intrusion, où elle s'arrête, où elle commence, est-elle légitime, pas légitime? C'est voilà, c'est un vaste sujet. Et sur la sécurité des données, L'intrusion est forcément illégitime hein, dès lors qu'on s'introduit dans la vie privée d'une personne. Ce ne sont pas des choses qui doivent se faire. Et autrement, c'est pour ça que même en pleine crise Covid, en France, la position est de ne pas faire de contrôle à domicile pour vérifier le nombre de personnes qu'on a chez soi. Ce n'est pas le cas en Angleterre, mais voilà, la France, c'est une autre approche. En même temps, l'Angleterre est sortie de l'Europe, donc ils sont prémunis de ça, mais c'est vrai que ça va pas être simple et je pense que voilà, on en entendra encore parler d'ici ouais, quelques années. Je pense qu'on n'est qu'au début, on n'est qu'aux prémices ouais. et ça a de longues années devant elle. En tout cas, merci beaucoup Stella de nous avoir Merci. accordé ces quelques minutes. Je te souhaite pleine réussite hein, dans tes projets et que Bravo à toi. ton entreprise puisse prospérer au maximum. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et surtout, n'oubliez pas de vous protéger et protéger également vos proches. À bientôt. Au revoir.